Arthur, je suis ostéopathe et je suis étudiant en master d'histoire et philosophie des sciences. Et donc je vais vous présenter l'exemple de l'ostéopathie, parler des dérives thérapeutiques et sectaires. Donc simplement, à main levée, je voudrais savoir un petit peu qui a déjà consulté un ostéopathe. Voilà, à peu près tout le monde, évidemment. Donc on pense à un petit plan tout simple. Je vais devoir parler un petit peu, présenter ce que c'est l'ostéopathie, avant d'aborder les dérives, et puis envisager quelques pistes réflexives pour les solutions. Donc en fait, c'est un sondage de Doxa de cette année. L'ostéopathie, c'est une thérapie alternative, une pratique de soins non conventionnels. Et j'aime bien dire que l'ostéopathie est la nouvelle homéopathie, qui est très populaire. On a pu voir, par exemple dans la salle, que pas mal de personnes ont déjà consulté un ostéo. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'ostéopathie? On peut entendre beaucoup de choses, hein. C'est un peu comme kiné, ça me remet les vertèbres en place, charlatan, ça c'est moi qui dis ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique de soins non conventionnels, une thérapie manuelle, plus précisément. Donc le titre professionnel d'ostéopathe est reconnu en France depuis 2002, mais l'ostéopathie n'est pas une profession de santé. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet. En fait, l'ostéopathie n'est pas référencée dans le Code de la santé publique. Et donc, je pense que c'est le seul moment où j'accepte le terme de thérapie alternative, c'est en fait de considérer que ça repose sur un corpus théorique alternatif. Et il faut savoir que l'ostéopathie n'a pas fait la preuve de son efficacité. Et donc, elle possède un champ d'action limité à des troubles non pathologiques. C'est-à-dire que si vous avez mal au dos, l'ostéopathe est censé vérifier que cette douleur n'est pas issue d'une pathologie. Et là, vous rentrez dans le cadre de la prise en charge en ostéopathie. Donc, voilà, en fait, le décret qui précise le champ d'action de l'ostéopathie. Donc on peut bien lire, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, etc. Des manipulations musculo-squelettiques exclusivement manuelles et externes. C'est très important, parce qu'effectivement dans l'article 3, on précise que les touchés pelviens, par exemple, sont strictement interdits. Pour les ostéopathes qu'on appelle exclusifs, c'est-à-dire qui ne sont pas aussi kinés ou médecins, là où effectivement les professionnels seraient les professionnels de santé. Donc, est-ce que ça marche? J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, ça peut vous faire du bien, etc. Effectivement. Donc, il y a quand même de la thérapie manuelle, il y a des techniques de thérapie manuelle qui ont une efficacité relative. Si vous voulez, ça peut aider, mais ça ne soigne pas particulièrement. Il faut prendre en compte des paramètres comme l'évolution naturelle des symptômes. Le premier motif de consultation en ostéopathie, c'est la lombalgie, donc avoir mal au lombaire. Et la lombalgie, elle est spontanément résolutive dans 80 à 90% des cas. C'est-à-dire que sans intervention, vous allez aller mieux, on ne reste pas bloqué toute sa vie, quoi. Et ça, je pense que c'est important de le prendre en compte. Donc probablement que de mettre en place une stratégie comme de la thérapie manuelle, eh bien ça peut favoriser le rétablissement, mais il faut quand même prendre en compte cette dimension-là, ainsi que ce qu'on va appeler les effets contextuels, l'effet placebo, dont le paramètre principal est la relation de confiance qui s'établit entre un praticien et un patient. Et puis le rituel thérapeutique, par exemple, certains d'entre vous vont probablement préférer que ça craque, d'autres non. Et donc c'est des facteurs qui vont favoriser ce rétablissement. Alors, moi je pose la question, est-ce que l'ostéopathie est une simple thérapie manuelle? Il faut comprendre donc que l'ostéopathie repose sur un corpus théorique alternatif, sur des principes conceptuels,
notamment donc l'interrelation entre la structure et la fonction. Il y a une phrase chez les ostéopathes qui dit « la structure gouverne la fonction ». Donc en fait, ils établissent un lien de causalité direct entre une structure anatomique et sa fonction physiologique. Les capacités d'autorégulation du corps. Alors j'ai mis vitalisme, c'est pas systématique, on n'est pas obligé de le voir comme ça, mais c'est une porte d'entrée pour concevoir, si vous voulez, si on considère que les capacités d'autorégulation du corps sont liées à une force vitale dans le corps qui permettrait cette régulation, on est tout à fait dans le vitalisme, qui donc est une vision où la vie n'est pas réductible à des lois physico-chimiques. Et donc une revendication holistique, concept de globalité, les ostéopathes considèrent que tous les tissus du corps sont en continuité, ce qui est vrai. En fait, si vous voulez, indépendamment les uns des autres, les principes sont plutôt vrais, c'est même un peu enfoncer des portes ouvertes. Mais on va voir après, en fait, comment ça peut poser problème de se reposer sur ces principes conceptuels pour concevoir le vivant, le corps, etc. Et donc ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que, donc là je vous ai mis le guide d'information et de prévention contre les dérives thérapeutiques, vous pouvez trouver ça facilement, c'est que les critères généraux de la dérive thérapeutique ressemblent beaucoup quand même aux principes conceptuels de l'ostéopathie. Donc notamment faire appel à la capacité d'auto-guérison, la force vitale avec le vitalisme. On a beaucoup de discours voilà, où en fait on recherche la cause profonde, la structure qui serait voilà, en dysfonction par exemple en ostéopathie, avec une revendication holistique et s'appuyer sur une pseudo-conception du vivant. Donc, ah oui, ce que je voulais ajouter, c'est que si on rajoute à ces principes-là l'hygiénisme et l'humorisme, bah, en fait, on a la naturopathie, quoi. Qui sont les 5 piliers de la naturopathie. Je vous invite à voir le travail de Swan Tricoire à ce sujet. Donc, toujours inspiré du guide de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, il y a des éléments d'appel à la vigilance pour identifier une dérive, et je les ai un petit peu personnalisés dans le sens où c'est des points qu'on peut retrouver en ostéopathie. Donc une technique basée sur l'expérience personnelle, où le praticien ressent des choses. Il y a un fort appel à la tradition en ostéopathie, notamment un appel au fondateur et ses principes, ses concepts, avec parfois des prétentions démesurées au regard des connaissances, et parfois carrément une défiance envers la science et la méthode scientifique. Alors, c'est la slide peut-être la plus complexe de ma présentation. C'est un article du docteur Oliver Thompson et Andrew Macmillan. Pour les scientifiques de la salle, je vous invite à le consulter, qui font un argumentaire critique de la situation de l'ostéopathie. Et donc, voilà, en fait, avec des faibles bases théoriques, un manque de mécanismes plausibles, et ensuite d'autres points qui peuvent amener à des problématiques du point de vue de la théorie. Donc, les dérives de l'ostéopathie, je les distingue en 2 points. Elles peuvent être conceptuelles, donc il y a des sous-branches ensuite de l'ostéopathie qui sont nées, comme l'ostéopathie crânienne, l'ostéopathie viscérale, biodynamique, tissulaire. Donc, par exemple, l'ostéopathie crânienne et viscérale sont référencées au tableau des techniques illusoires du Conseil national de l'ordre des masseurs kinés. Je vous invite à consulter ce tableau. Et il y a une forte porosité avec les autres pratiques de soins non conventionnels et la spiritualité New Age. Et le deuxième type de dérive qu'on peut distinguer, c'est donc les prétentions thérapeutiques démesurées, infondées, où les ostéopathes très
les troubles du sommeil, de la fertilité et le retour de l'être aimé. Alors, je vais prendre quelques exemples. J'ai ce livre avec moi. Donc, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez voir. Ça s'appelle Les gourous de l'ostéopathie. Pierre Tricot, qui semble considérer qu'un retard d'apprentissage de la lecture et de l'écriture sera lié à un crâne serré. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Là où je rigole un petit peu moins, c'est que quand on lui demande, enfin il s'auto-demande je crois, si l'ostéopathie peut faire quelque chose pour l'enfant trisomique par exemple. Alors évidemment, un petit disclaimer, que l'ostéopathie ne soigne donc pas la trisomie. Merci Pierre Tricot. Cependant, notre expérience dans le traitement de ces enfants nous a permis de constater combien l'ostéopathie leur profite, leur permettant de se développer beaucoup plus rapidement. Ok. Ainsi traités, ils sont souvent plus vifs, plus éveillés, plus heureux de vivre. Pour les parents, les bienfaits de l'ostéopathie ne font alors aucun doute. C'est d'ailleurs souvent un argument qui est avancé, hein, c'est qu'en pensent les parents, etc. Et il cite ensuite des associations qui s'appellent donc les EHEO, Enfants handicapés par ostéopathique, où en fait, voilà, des ostéopathes prennent en charge des personnes en situation de handicap. En soi, pas de problème, si c'est pour du bien-être, si c'est pour des troubles musculo-squelettiques, pour aider à bouger, moi j'y vois pas de problème. Sauf que ça ressemble à ça. J'ai mis des cœurs pour la bienveillance. Je sais pas ce qui se passe. Ils sentent des choses avec leurs mains. Toujours, et donc il faut avoir en tête que là on se base vraiment sur les principes que j'ai énoncés tout à l'heure. Donc en ressentant des choses, ils vont agir donc sur la structure et donc sur la fonction du corps. Et d'être plusieurs, c'est ce qui est dit là sur leur site. Être pris simultanément par plusieurs ostéopathes pour plus d'efficacité, afin qu'ils puissent avoir une meilleure évolution, ainsi aussi bien dans leur développement physique, psychique, émotionnel, relationnel. Donc on est vraiment pas loin du retour de l'être aimé, je trouve. Et puis j'ai reçu des témoignages un peu inquiétants à propos de ces associations. Voilà, par exemple là c'est un enseignant qui me dit pour le sujet de l'association EHEO, avec les enfants en situation de handicap, je t'invite à interroger mes étudiants de l'école dont il est enseignant, qui font un stage avec le EHEO Lyon, du mystico-dérive avec des mecs qui se mettent à 2 mètres de la table et traitent avec leurs mains sans toucher, enfin par l'intermédiaire du biodynamisme, et battle d'ego pour savoir qui a la réponse juste. Les gosses qui pleurent parce qu'ils ont peur avec 4 ou 5 ostéos sur eux, donc un ou deux qui les maintiennent de force sur la table. Donc voilà, encore un témoignage à côté, un camarade qui me dit, voilà, des gens de ma promo y étaient allés, les enfants hurlaient, on les donnait de force pour sentir le tissulaire. Donc je trouve ça assez inquiétant. Alors par exemple ici c'est une école d'ostéopathie, quoi, hein. J'ai trouvé ça sur Instagram. Et donc médecin ostéopathe qui visiblement propose des traitements ostéopathiques des troubles 10. J'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Il y a des études faites? Non, évidemment que non. Évidemment que non. Ou voilà, des ostéopathes qui prétendent travailler, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. La dyslexie, la dyscalculie. Alors j'aimerais bien comprendre, s'il vous plaît, les ostéopathes, si vous pouvez nous expliquer comment avec vos mains vous faites ça. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode. Hein, on voit ici les réflexes archaïques, l'intégration des réflexes archaïques qui permettrait donc de traiter ce genre d'affection. Et donc j'appelle beaucoup à la vigilance vis-à-vis de ça, c'est totalement infondé. Il y a des variantes, on peut faire de l'ostéopathie aquatique. Voilà. Donc encore une fois, si c'est pour du bien-être, il n'y a pas de problème, quoi. Mais visiblement, il y a des thérapies, il y a des prétentions thérapeutiques associées.
Alors oui, cette vidéo, j'aimerais bien vous la montrer. C'est une vidéo que j'ai trouvée également sur Instagram. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Malheureusement. Et puis bon, parfois, l'ostéopathie pourrait agir pour le TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai aussi trouvé, alors ça c'est bon, par souci d'honnêteté, c'est la seule fois où j'ai pu trouver un ostéopathe qui prétendait guérir l'autisme, la schizophrénie, hein, cofondateur d'une association. Il y a souvent cette porte d'entrée avec l'humanitaire. Donc évidemment, l'ostéopathie ne fait pas ça, évidemment. Ostéopathie autisme, donc ça c'est un site très référencé, très connu. Évidemment, à chaque fois, ils le savent, hein, l'ostéopathie n'est pas un remède miraculeux, heureusement. Mais en fait, ils ont quand même des prétentions, ils agissent visiblement. Alors dans cet article-là, c'est très étonnant, je ne vous l'ai pas mis mais, en entier, mais toujours sur la base de ces principes conceptuels. Ils prétendent agir sur le cerveau en traitant le crâne. Voilà. Il y aurait a priori des améliorations du comportement, quoi. Donc si vous avez un trouble du comportement, allez chez l'ostéopathe. Ici, c'est un médecin ostéopathe qui a une association humanitaire, encore une fois. Je trouve ça complètement fou, hein. Donc après l'ostéopathie, ils suivent le regard, se détendent et parlent, hein. On parle d'enfants autistes. Je vous invite à voir cette vidéo aussi également que j'ai faite, où cet ostéopathe apparaît, sur l'ostéopathie biodynamique, qui aurait des branches avec l'anthroposophie. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que c'est super important que chacun développe son esprit critique. Il y a par exemple, on parlait tout à l'heure de la tronche en biais. Moi, c'est par exemple ce genre de contenu qui m'a beaucoup aidé à prendre du recul parce que malheureusement, les choses sont bien amenées. Hein. Je comprends tout à fait le cheminement qu'on puisse avoir pour être amené à prétendre ce genre de choses ou à pratiquer, comme on a pu le voir, ces choses-là. Les associations, moi le GMP ça m'a énormément aidé pour comprendre le phénomène sectaire. Et puis pour ceux qui en ont la capacité, intéressez-vous à la littérature scientifique, allez vérifier. Ne faites pas confiance simplement à la bonne foi des individus qui croient en fait, hein, ils y croient, hein, c'est pas des gens qui cherchent à vous tromper je pense. Ils y croient. Et sinon, les signalements, hein, je pense que voilà, moi j'ai signalé hein, ces associations, je trouve que c'est pas normal, je pense qu'il y a un problème et je pense que ça mérite d'être investigué. Voilà. Je vous ai mis une petite bibliographie, j'ai aussi quelques bouquins là, donc super important, tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les thérapies manuelles de Richard Monvoisin et Nicolas Pinceau. Vous pourrez le prendre en photo, puis vous le procurer. Celui-ci, je ne l'ai pas mis, mais je vous invite à vous l'acheter également. Les médecines non conventionnelles ou les raisons d'une croyance de Jean Brissonnet. Et puis, je vous ai quand même, voilà, je vous ai donné Pierre Tricot si vous voulez vous amuser un petit peu ou pleurer, ça dépend. Donc voilà, je vous ai mis quelques ressources et ici, ce sont mes réseaux sociaux où je suis pas mignon avec les ostéopathes et où je dénonce tout ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je voudrais rajouter à votre liste le syndrome de Kiss,
qui commence à vraiment poser problème. Et j'en profite pour rebondir sur ce que disait notre délégué du gouvernement, qu'il faudrait peut-être, avant de sensibiliser les professionnels, commencer par faire le ménage à l'hôpital, qui en fait moi je suis infirmière, hein, et qui en fait est une porte d'entrée à toutes ces pseudo-médecines, que ce soit par le biais des sages-femmes dans les maternités qui envoient systématiquement sur des consultations ostéopathiques pour des bébés, ou qui envoient plus grave encore sur des consultations assez violentes à Avignon, donc pour la prise en charge du syndrome de Kiss, et qui en fait vont créer toute une génération de parents qui vont être désemparés face aux problèmes de leurs enfants. Oui. Préciser le syndrome de Kiss. Alors le syndrome de Kiss, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. C'est un ensemble d'informations sur des bébés qui pleurent et sur lesquels on va trouver tout et n'importe quoi. Alors un enfant qui pleure, c'est un enfant qui pleure, il faut le prendre en charge, bien entendu, mais derrière, c'est pas parce qu'un enfant pleure pendant plusieurs semaines qu'il a forcément une pathologie associée. Et en fait, il y a un ostéopathe qui a décrété avoir trouvé un syndrome pour expliquer en fait des bébés qui vont pleurer pendant plusieurs semaines. Et en fait, on assiste à des parents désemparés face aux pleurs de leurs enfants qui traversent la France entière pour aller chez cet ostéopathe. Et alors, on le retrouve sur les réseaux sociaux, on le retrouve dans des associations de parents, et on le retrouve également dans des maternités avec des sages-femmes ou des personnels de santé en fait, qui vont aiguiller les parents en détresse sur des ostéopathes, alors qu'un enfant qui pleure, il va arrêter de pleurer tout seul en quelques semaines. Ça peut être un reflux gastro-œsophagien, ça peut être une mauvaise position, ça peut être un vrai torticolis qui, dans ces cas-là, doit être pris en charge par de la kinésithérapie. Et donc voilà, commencer par faire le ménage dans nos propres rangs, puisque moi, en tant qu'infirmière, malheureusement, j'ai aussi amené mon enfant chez un ostéopathe alors qu'il avait 5 mois. Merci beaucoup. Oui, effectivement, alors j'en ai pas parlé, il y aurait tellement j'ai beaucoup de dérives dans ma poche. Concernant l'ostéopathie, mais oui, aujourd'hui c'était plus consacré au handicap. Mais effectivement, le syndrome de Kiss n'existe pas, c'est un ensemble de pseudo-symptômes qui sont regroupés. Et en fait, le centre dont vous parlez, c'est un médecin ostéopathe qui fait lui-même un certificat pour faire des manipulations structurelles sur le rachis cervical des enfants. Et c'est complètement injustifié. Ce que je voulais dire, ça pouvait être une entrée en fait pour le handicap derrière l'hôpital. Oui. Voilà. Puisque les parents, à un moment donné, ils vont se retrouver peut-être après avec des enfants de 10 ou quoi que ce soit, et ils vont se tourner plutôt sur des thérapies alternatives parce que dès la maternité, ils auront été sensibilisés à avoir un enfant différent, etc., etc. Et au lieu en fait d'aller consulter des vrais professionnels qui peuvent prendre en charge les troubles de leurs enfants, ils vont se tourner en première intention sur du charlatanisme et sur de la prise en charge sectaire. Ouais, alors, je voudrais juste ajouter que quand c'est du personnel soignant, il y a des ordres. Il y a un ordre des sages-femmes, il y a un ordre. Et donc, à ce moment-là, il y a des informations et des signalements à faire auprès des ordres. Enfin, je sais on travaille beaucoup, nous, sur ce type de préorientation qui peuvent ensuite amener... alors, c'est pas forcément du sectaire, hein. Voilà, mais vraiment, 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 il faut absolument le faire et le faire remonter de cette manière-là. En fait, bien sûr, le syndrome de Kiss n'est pas enseigné en école d'ostéopathie, je le reconnais. Par contre, Pierre Tricot, vous voyez, qui parle de rendre les enfants trisomiques plus heureux de vivre, ça on l'apprend à l'école. On apprend cette personne, sa pratique qui est l'ostéopathie tissulaire, vous pouvez aller voir les vidéos, j'ai mis les ressources. Cette personne est enseignée au sein des écoles. Il y a aussi l'ostéopathie crânienne qui est enseignée au sein des écoles. L'ostéopathie viscérale est enseignée au sein des écoles. À ma connaissance, sur les 31 écoles d'ostéopathie qui existent en France, il n'y a qu'une école qui n'enseigne pas l'ostéopathie crânienne. Donc, je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas faire un amalgame de tous les ostéopathes, mais la doctrine avec les principes conceptuels, c'est ça l'ostéopathie. Et ça amène donc, logiquement, à certaines dérives. Je suis d'accord qu'il faut... Enfin, moi j'invite à la vigilance. Vous n'avez pas d'outils, vous en tant qu'usager, pour déterminer si un ostéopathe
a fait le tri dans son enseignement, dans la doctrine de la pratique. Ce qui fait du bien, ce qui marche, c'est la thérapie manuelle. Si ça vous fait du bien, c'est bien, profitez-en. Sachez aussi à quoi vous en tenir. Sachez qu'une lombalgie est spontanément résolutive, que le fait de bouger, ce sera largement suffisant, et que si vous faire accompagner par un ostéopathe en thérapie manuelle, ça vous aide, tant mieux. Mais j'appelle à la vigilance vis-à-vis de cette discipline. Merci. Bon, de toute façon, ce n'est pas une question existentielle. Je voulais juste savoir par rapport à tout ce que tu dénonces au niveau de l'ostéopathie, qu'est-ce qui te reste à toi pour pratiquer l'ostéo dans ton cabinet? Justement, pas grand-chose. Je pense que quand on fait le tri des enseignements, 5 ans de formation, ce qui est spécifique à l'ostéopathie, pas grand-chose. Je pense qu'il faut se remettre à jour, comprendre les limites de notre pratique et ensuite, je pense que rien n'empêche en soi de pratiquer éthiquement sur la base des connaissances, mais c'est pas comme ça que j'ai été formé. Je n'ai aucune légitimité à pratiquer de la façon dont je pratique aujourd'hui, parce que je rejette une grosse partie de mon enseignement.